suis ravi de me retrouver parmi vous et je commence par remercier ceux qui m'invitent, donc l'agglomération bien sûr, toutes les personnalités politiques qui organisent notre communauté et qui l'organisent intellectuellement. Alors parmi peut-être ceux qui écoutent la radio et Move notamment, où c'est l'empire du rap, sur Move je suis Doc Dico, donc c'est un peu drôle mais je ne suis pas tout jeune, vous le voyez. Et quand je me retrouve sur cette radio qui est spécialisée dans le rap, je suis le Doc, Doc Dico, et par conséquent, je raconte les mots du rap. Et c'est peut-être aussi une entrée du côté des mots de la langue arabe, parce qu'on s'aperçoit très vite que quand on aime le rap, eh ben on se retrouve avec pas mal de mots qui viennent de la langue arabe. Kiffer, bien sûr, on y reviendra, Zeref, la race, toute une série de mots que vous connaissez bien, Zarma, et d'autres, avoir le SAM, et par conséquent, si tu n'as pas le SAM, tu as le SAM. Donc, si vous voulez, si vous regardez sur Internet Doc Dico et donc Move, vous verrez, j'ai enregistré je ne sais combien d'émissions, et jeudi, je vais encore en faire pour les semaines qui viennent, et ça passe de manière aléatoire sur Move. Alors, la question a été fort bien posée sur l'origine de notre langue. Alors, il y a effectivement beaucoup de réponses. Peut-être que le premier point, et ça expliquera le titre de l'ouvrage, nos ancêtres les Arabes, c'est vrai qu'on s'attend plutôt à nos ancêtres les Gaulois, puisque c'est la formule traditionnelle. Ben oui, le gaulois, c'est effectivement la première langue qui a été parlée donc sur le territoire français, ce qu'on appelle un peu l'hexagone, avec ses 5 côtés. Mais ce gaulois, dont on nous a un peu rebattu les oreilles, combien de mots nous a-t-il laissé dans notre langue aujourd'hui? Très peu, une centaine. Une centaine, quand nous le verrons, la langue arabe en a laissé au moins 10 fois plus. Et donc, derrière, et tu l'as très bien dit, derrière le gaulois, qui s'est donc parlé en gros jusqu'au 2e, 3e siècle, au 4e siècle, il n'y avait plus personne qui parlait gaulois. Ce gaulois, il a été vaincu, en quelque sorte, conquis par les Romains, hein, comme vous le savez. Donc les Romains sont arrivés sur notre territoire et on a donc petit à petit appris le latin des soldats, le latin parlé. Et ce latin, c'est 80% à peu près de notre langue. Donc nous voilà avec un mélange de gaulois. Alors c'est assez facile de retenir quels sont les mots gaulois qui nous sont restés. Les mots gaulois qui nous sont restés, comme le gaulois ne s'écrivait pas, ou quasiment pas, eh bien, ils ont été séduits par les Romains qui faisaient du commerce, qui savaient écrire, qui avaient aussi des écoles auxquelles ils ont invité les enfants des chefs gaulois. Eh bien, ce qui se vendait, c'est tout de suite dit en latin. En fait, le commerce, si vous voulez, l'a emporté, la structuration, l'administration romaine l'a emporté, mais ce qui ne se vendait pas est resté gaulois. Alors, que nous reste-t-il? Par exemple, le miel, ça se vend, ça s'achète et ça se mange. Et par conséquent, c'est le mot latin. On ne sait plus quel était le mot gaulois y correspondant. Mais la ruche, elle, se vendait pas. Et donc la ruche, c'est resté un mot gaulois. Et si je vous donne quelques mots gaulois qu'on utilise assez souvent quand même, le mot trou, on ne vend pas un trou, le mot chêne, le mot bouleau en tant qu'arbre, le mot bagnole. Alors bagnole, ça n'a pas voulu dire tout de suite voiture, c'était tout simplement un panier qu'on tirait, d'où la benne, et puis bagnole après de manière familière. Donc il nous en reste à quelques-uns qu'on utilise assez souvent, la boue, je viens de le dire, l'ande, bruyère, et quelques animaux comme la tanche, etc. Et donc on est là avec des mots gaulois, mais une centaine. 80% après, c'est le latin. Mais le latin, c'est la conquête romaine. Au IVe siècle après Jésus-Christ, il y a une autre conquête qui arrive, cette fois-ci du Nord, et c'est les peuples germains. Donc nous voilà avec des mots germaniques qui s'installent dans notre langue. Ils ont franchi le Rhin. Il faut savoir que les Gaulois, évidemment, il y a eu Vercingétorix qui s'est battu contre les Romains, il a perdu. Et ensuite, les Gaulois ont vite, finalement, accepté l'occupation romaine parce que les Romains les protégeaient. Ils les protégeaient notamment des Germains. Mais à un moment donné, les Germains ont franchi le Rhin et se sont installés. Et nos premiers rois, on se vante toujours de nos ancêtres les Gaulois, mais on va y revenir. Nos premiers rois ne parlaient pas le celte, la langue des Gaulois,
ils ne parlaient pas le latin, ils parlaient la langue germanique. Hein, les Francs, c'est un mot, si vous voulez, d'une tribu germanique, et donc il faut bien l'avoir en tête. Alors, c'est là où la langue française est à peu près constituée dans son noyau. C'est-à-dire que, en gros, au IXe siècle, en 842 très précisément, on a la première trace écrite de la langue française, qui est un mélange d'un peu de gaulois, beaucoup de latin déformé, et un petit peu de langue germanique. Alors, les langues germaniques nous ont apporté des mots qui nous sont encore très précieux et qui correspondent, dans le fond, assez bien d'ailleurs aux pays du Nord dans lesquels nous sommes. Moi, mon origine est de Boulogne-sur-Mer, donc je ne suis pas très loin d'ici. Quand on évoque les moufles, quand on évoque les gants, quand on évoque l'écharpe, on est dans la langue germanique le plus souvent. Quand on évoque les gaufres, les beignets, les gâteaux, tout ça, ce sont des mots qui viennent du germain et pas du latin, qui montrent évidemment une sorte de civilisation. Et puis, bon, ce qui nous est précieux ici dans le Nord, les beffrois, etc., on est aussi dans ces mots d'origine germanique. Alors, évidemment, comme on a eu des guerres avec l'Allemagne en 70, avec la Prusse, 14 et puis 39-45 avec les Allemands, on a eu tendance à dire que les Allemands, dans ce qu'ils nous avaient laissé comme mot germanique, il y avait orgueil, il y avait épieux, il y avait toutes sortes de mots assez violents. Mais bon, quand on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit que, dans le fond, c'était une interprétation. En réalité, ils ont laissé des mots et qui se comptent à peu près autour de 5 ou 600 dans notre langue, ça dépend comment on les compte. Alors on est là avec la langue. Charlemagne, empereur, qui s'est constitué avant l'heure une Europe, ne parlait pas la langue française, il comprenait le latin, il parlait une langue germanique, comprenait un peu le grec, recevait, et on y vient, des grands princes venant du monde arabe, et protégeait aussi le pape. Et on sait qu'il y a eu une sorte d'alliance de Charlemagne. Alors tout se passe bien sur Charlemagne, si on peut dire, parce que lui, il lance une langue écrite nécessaire, ça va être le latin. Il dit il faut qu'on ait une même langue, la langue latine. Puis il pense qu'il faut aussi une philosophie, ça sera la religion chrétienne. Et c'est comme ça qu'il envoie les fameux missi dominici, c'est-à-dire d'un côté un comte, lui c'est le pouvoir politique, et de l'autre un évêque, lui c'est le pouvoir philosophique, religieux. Alors ça a un avantage, c'est que ça a structuré le pays, mais en même temps ça a un inconvénient, c'est qu'évidemment la langue française ne s'y trouve pas. La langue française n'est pas écrite encore vraiment, un petit peu ça et là, mais il faut attendre, comme je viens de le dire, 842. Les petits-fils de Charlemagne se disputent, et il se trouve que tout le territoire de Charlemagne, qui était immense, eh bien, va se trouver scindé entre les trois petits-fils. Évidemment, il y en a un qui en veut plus que les autres, et il y a Charles, il y a Charles le Chauve, par son nom on comprend qu'il est de langue française, il y a lui le germanique, bon, et on le comprend, et Lothaire qui est germanique. Charles le Chauve et le germanique s'associent pour battre Lothaire. Ils y réussissent en 841. Et en 842, pour mieux affirmer leur force, ils font serment de se défendre contre Lothaire s'il veut trop de territoire. Et ce sont les fameux serments de Strasbourg. Et la chance est énorme, parce que les Allemands vont le prononcer, les Germains vont le prononcer en français. Ceux de langue française vont le prononcer en germanique, ce sera écrit, et on aura la première trace écrite de langue germanique. Si je dis ça, c'est parce que ça va vous aider pour l'histoire-géographie. Il se trouve que, évidemment, le problème des monarchies, ce sont les successeurs. Et là, c'est presque, évidemment, les garçons qui sont souhaités, si je puis dire, il y a une discrimination ici qui est nette. Et du coup, avec ces serments de Strasbourg, en 843, on décide du partage de Verdun. On se dit, c'est pas suffisant, on a fait serment, maintenant il faut vraiment partager le territoire. À l'ouest, eh bien, ce sera Charles le Chauve, sur la langue française, qui aura tout le territoire. Et c'est la Bretagne, c'est l'Île-de-France, c'est une grande partie de la France, mais pas à l'est du Rhône. Au milieu, on va mettre Lothaire. Lothaire, c'est celui sur lequel il y avait une difficulté, qui voulait trop. Lothaire, il a une grande bande qui va de Aix-la-Chapelle, on est en Allemagne, jusqu'à Rome. Elle est étroite, mais elle est prestigieuse. Et vous avez compris qu'il est en sandwich, parce qu'à l'est, il y aura
lui, le germanique, qui lui a un énorme territoire, et donc Lothaire est en sandwich. On ne parle pas encore du monde arabe, on va y arriver. Mais comprenez bien que ce partage de Verdun est énorme, parce qu'il se trouve que Charles le Chauve a eu la chance que ses descendants n'aient eu qu'un enfant. Ou que parfois ils étaient 3 ou 4, mais il n'y en avait qu'un seul qui survivait. Donc quand il n'y a qu'un enfant, on ne partage pas le territoire. Et la France a pu se constituer solidement, petit à petit. Bon, ça n'a pas été simple, il y a eu les rois maudits, Philippe Auguste, etc. Mais en tout cas, elle a eu un territoire solide. De l'autre côté, et Lothaire, et lui, le germanique, avaient énormément de descendants. Et du coup, ils ont repartagé tant et plus le territoire, morcelé, et ça a donné ce qu'on a appelé le Saint-Empire germanique, dont, dans le fond, la dernière trace, c'est quand le mur de Berlin a sauté, et que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été réunies, et que, bon, il y a eu, si vous voulez, en quelque sorte, arrêt un petit peu de cette grande mosaïque. Bon, j'extrapole un petit peu, mais en gros, c'est ça. Alors nous voilà avec la langue française, constituée d'un peu de gaulois, beaucoup de latin, un petit peu de germanique, et qui commence à s'écrire. Maintenant, on ne parle plus du noyau dur, on parle des emprunts. Alors les emprunts, c'est énorme. C'est-à-dire qu'une langue s'enrichit des autres langues. Les premiers emprunts, eh bien, ce sont les Normands, les Vikings, Northmen, en anglais, hommes du Nord, enfin dans les langues anglo-saxonnes. Ils descendent avec leurs dracars, ils remontent la Seine, sont capables de prendre en otage Paris et d'autres villes, font des pillages très importants, et à la fin, le roi de France, qui s'appelle à ce moment-là Charles le Chauve, décide bon, eh bien, qu'on va donner un territoire aux Normands, aux Northmen, à ces Vikings. Ce territoire, c'est en gros la Normandie. Et on s'aperçoit que ces peuples qui vivaient sur leurs dracars, qui pillaient et qui n'étaient pas du tout sédentaires, des nomades un peu de la mer, eh bien, se débrouillent très bien en tant que sédentaires, au point même qu'ils deviennent très riches. Et que la Normandie devient très riche. Alors attention, elle leur est donnée, mais c'est toujours le roi qui est leur suzerain. Et vous le savez, dans l'organisation, il y a le suzerain, ça vient de souverain, donc c'est celui qui est au-dessus, et il y a le vassal qui a donné valet, c'est celui qui est au-dessous. Donc on est le vassal d'un suzerain. Et les Normands, avec Rollon, le chef des Vikings, est vassal du roi. Cela dit, ça ne s'est pas passé très bien, mais les rois doivent savoir, les politiques aussi, avaler des couleuvres. La tradition était que quand on devenait le vassal du roi, on devait embrasser le pied du roi. Mais imaginez le viking se baisser et embrasser le pied du roi, ça lui est impossible mentalement, peuple très fier, et donc il le fait faire à son bras droit, si on peut dire, qui lui ne se baisse pas, prend le pied du roi et le renverse, et c'est le fameux moment où le roi bascule dans la boue, mais peu importe. La cérémonie a eu lieu, ils sont quand même des vassaux du roi. Alors vous allez me dire, mais on est encore loin de la langue française. Mais non, vous apprenez l'anglais. Beaucoup d'entre vous sont d'ailleurs déjà très forts en anglais. Et vous savez bien que quand vous donnez un texte anglais à vos petits frères et petites sœurs, vous leur montrez, ils vont reconnaître à peu près 40 ou 50% des mots. Puisque, si vous voulez, les mots, ils sont prononcés différemment, mais intelligent, vous lisez intelligent. Et caution, on lit caution. Et definition, on va lire définition. Donc voilà. Alors, c'est là où ça s'explique. Il se trouve que quand les Vikings, possesseurs de la Normandie, devenant très riches, oubliant même leur langue, ils ont oublié leur langue. Ils se sont installés, ils ont adopté la langue des dames, des jeunes normandes qu'ils ont trouvées belles, épousées, et la langue maternelle l'emporte. Donc, au bout d'un moment, on ne connaît plus cette langue des Vikings qui est le norrois. Donc, ils parlent le français. Et l'un des héritiers de Rollon, lointain, qui s'appelle Guillaume, qu'on va appeler nous Guillaume le Conquérant, que les Anglais appelleront Guillaume le Bâtard, va franchir, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont très riches, donc c'est terrible, mais quand un pays est très riche, il a tendance à vouloir annexer les pays qui sont autour. Et donc, ils se dirigent vers l'Angleterre, parce que la mer, évidemment, c'est leur secteur privilégié, et par conséquent, ils traversent le canal, le channel, la Manche, c'est sa forme,
et font la conquête de l'Angleterre, et vont même construire un château, c'est la fameuse Tour de Londres, qui est blanche, pour bien montrer, si vous voulez, que c'est une prise de territoire. Or, que fait-il en traversant la Manche? Il transporte la langue française. Parce que toute l'élite religieuse, littéraire, intellectuelle suit, et donc à la cour, on parle le français. Le français que les Normands, dans le fond, ont eux-mêmes déjà adopté en s'installant en France, en Normandie. Et c'est comme ça que, petit à petit, eh bien, la langue française va s'installer dans la langue anglaise, puisque 60% des mots anglais sont des mots français. Et vous le savez, puisque... Alors, je peux peut-être donner une anecdote, mais j'aime beaucoup l'anglais, mais l'anglais même pas tellement, c'est-à-dire que je ne suis pas si bon que ça. Et donc, quand on va en Angleterre, on ne trouve pas le mot, alors on ne sait plus comment le dire, puis on se dit, je vais le tenter avec l'accent français, je ne sais pas comment on dit psychologie, je vais dire psychology, je vais y mettre un peu d'accent. En fait, c'est psychology, mais ils comprennent. Intelligent, je ne sais pas comment ça se dit, bon, je veux dire intelligent, et ainsi de suite. Démocratie, comment ça se dit? Bon, je vais le mettre à la sauce anglaise, et je vais dire démocratie, je vais mettre un peu d'accent là-dedans, et ça va passer. Et dans 60% des cas, ça passe. Et je m'étais aperçu que quand je parlais comme ça, que je ne trouvais pas le mot, les Anglais qui jusque-là faisaient un effort pour ne pas parler trop vite, pour essayer d'être compréhensibles de leur anglais, d'un seul coup, ils changeaient de vitesse, ils parlaient à toute allure, et évidemment, j'étais perdu, j'avais du mal à m'accrocher, je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Mais c'est simple, c'est que les mots français que nous leur avons laissés sont des mots qui appartenaient à l'élite, qui appartenaient à la royauté. Donc, c'est des mots de grande valeur. C'est des mots qui, dans, si vous voulez, leur niveau de langue, font partie des mots les plus élevés. Donc évidemment, si j'utilise des mots français que je mets à la sauce anglaise, ils ne savent pas qu'ils sont des Français, et chez eux c'est un mot de grande valeur, eh ben, ils se disent, ils comprennent très bien l'anglais, puisqu'ils utilisent même des mots compliqués de notre langue anglaise, qui dans le fond est la langue française. Donc voilà, alors là, maintenant, deuxième emprunt, après, si vous voulez, les Normands, où j'ai un peu extrapolé pour vous expliquer en quoi la langue anglaise est très proche quand même de la langue française, si on met de côté l'accent, il y a un troisième emprunt qui arrive, qui est fondamental, c'est la langue arabe. Il se trouve que la civilisation arabe au Moyen-Âge, on est au IXe siècle, est très en avance, elle est très raffinée, et on a fait les croisades, pour récupérer Jérusalem. Je ne me mets pas dans ce on, mais c'est, si vous voulez, le mouvement français. Et on s'est aperçu au passage que c'était une civilisation brillante. Et là, eh bien, la civilisation arabe va, tout de suite après, si vous voulez, la mort du prophète, elle va s'installer en Espagne. Et elle va s'installer notamment à Cordoue, où, d'un seul coup, eh bien, les savants arabes, à qui on doit beaucoup de mathématiques et de chimie, par exemple, ou de médecine, eh bien, ont pignon sur le monde culturel de l'époque, puisque tous les savants d'Europe viennent à Cordoue, où il y a une bibliothèque immense, avec 400 000 volumes, et dans cette ville, ils rencontrent les grands savants arabes de l'époque, et de médecine, de chimie, enfin d'alchimie, mais de chimie en même temps, de mathématiques et de philosophie. Et on n'en a pas conscience, mais il se trouve que comme le monde arabe était bien sûr géographiquement plus proche de la Grèce, plus proche même de l'Extrême-Orient, ce monde arabe faisait un lien important avec la Grèce. Et si par exemple on connaît bien Aristote et on a bien étudié Aristote, eh bien, c'est en partie par le monde arabe. Ça, personne ne le dit, mais c'est une réalité, les philosophes le savent. Alors, c'est un peu l'objectif, si vous voulez, de cette conférence, enfin, de ces propos amicaux avec vous. Et comment je fais ce livre? Pourquoi je fais ce livre, Nos ancêtres, les Arabes? Pas par provocation, en rien. D'ailleurs, la formule politique n'avait pas encore existé quand je l'ai écrit. Mais tout simplement parce que nos ancêtres, les Gaulois, vous voyez tout de suite que bon, ils ne nous ont pas laissé grand-chose, une centaine de mots quand il s'agit de langue. Nos ancêtres, les Arabes, si je puis dire, ils nous ont laissé énormément de mots. Donc il y avait une sorte de réalité à remettre en route. Et puis, je vais juste prononcer quelques mots. Ce matin, vous avez peut-être pris une tasse de café, vous avez pris sans doute peut-être un jus d'orange.
vous avez pris du sucre ou zéro sucre, à partir de là, ben, vous êtes parti dans votre univers français, qui est le nôtre, mais tasse, c'est un mot arabe. Café, c'est un mot arabe. Zéro, c'est un mot arabe. Sucre, c'est un mot arabe. Alors, orange, c'est un mot arabe. Et puis après, vous avez, peut-être pour les jeunes filles, passé une jupe de coton. Jupe, c'est un mot arabe. Coton, c'est un mot arabe. Et pourquoi pas un gilet, c'est un mot arabe. Vous avez poursuivi une gabardine, on pense que c'est un mot arabe. Un caban, c'est breton, pense-t-on évidemment. Non, c'est un mot arabe, même si évidemment il est très présent en Bretagne. Et puis si je poursuis, vous allez avec vos parents au marché, vous achetez des aubergines, vous achetez tout à fait ordinaire, de l'estragon, des épinards, pour avoir de la force, et vous achetez, pourquoi pas, une pastèque, un potiron, et bien vous parlez arabe, puisque aubergine, pastèque, potiron, tout ça, ce sont des mots arabes. Et vous prendre l'idée de prendre un peu de sirop, c'est encore un mot arabe. C'est-à-dire que, en fait, sans le savoir, il y a énormément de mots arabes dans notre langue française. Alors, tout à l'heure, quand je disais Zeref, Zarma, Lachas, etc., bon, là, on les sent bien, on les retrouve évidemment dans le rap, et dans des chansons qui sont pas mal faites, hein. Enfin, des raps qui sont bien faits. Mais là, on sent qu'ils sont d'origine arabe, parce qu'il y a une espèce, si vous voulez, d'emprunt direct. Mais il y a un emprunt qui s'est fait aussi il y a longtemps, et qui fait que vous êtes au lycée ou au collège, vous faites donc de l'algèbre, mot arabe. Tous les jours, vous faites le signe, pas tous les jours, mais peut-être pas encore, mais pour beaucoup sans doute, courrier électronique, vous faites arrobase, hein, sur votre adresse électronique, mot arabe. Vous faites de la chimie, mot arabe. Alors un peu plus tard, vous ferez des algorithmes, mot arabe aussi. Et donc on s'aperçoit que cette langue-là est vraiment très présente. Alors qu'est-ce qui m'a maintenant poussé, puisque vous voyez bien que j'ai l'âge d'être, hélas, votre grand-père, pour beaucoup, et que je disais tout à l'heure avoir déjeuné et dîné avec des anciens élèves que j'avais quand j'avais 22-23 ans, et d'un seul coup, l'un d'entre eux, puisqu'ils avaient 17-18 ans à l'époque, j'ai fait le calcul, et il me dit « mais ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ?» Parce qu'ils m'ont fait la surprise d'être tous là, enfin d'être très nombreux. Ben, ça faisait 40 ans. Bon, je me dis, là c'est bien que je m'appelle Doc Dico, parce qu'en fait, il y a quand même un âge là, qui permet d'avoir quelques souvenirs, hélas, si je puis dire. Alors oui, c'est peut-être un peu curieux pour vous que je parle de mon enfance, mais je suis né à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le 9-3. Enfin, à l'époque, c'était même la Seine. Maintenant, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le 93. Bon, à Saint-Denis, ma grand-mère s'occupait du relogement dans la municipalité. Il y avait énormément de gens qui venaient de l'Algérie, du Maroc, et surtout de l'Algérie. Donc, si vous voulez, c'était très courant de se retrouver à Saint-Denis avec beaucoup de gens venant de ces pays d'Afrique du Nord. Ensuite, mes parents étaient, je l'ai dit tout à l'heure, professeurs de sténodactylo. Ils ont enseigné la sténo et la dactylo, et du coup, ils ont demandé un poste double. Le poste double, ils l'ont eu à Vichy. Alors Vichy, on s'est retrouvé à Vichy où on n'avait pas de traces, mais alors Vichy, on a découvert, c'est une ville d'eau, comme vous savez, c'est pas très loin de Clermont-Ferrand, et à Vichy, il y avait un avion par jour qui allait en Algérie. Il y avait à Charmeil, l'aéroport à côté, un avion par jour qui faisait l'aller et retour, qui passait au-dessus de la cour de récréation. Et il y avait beaucoup de gens d'Algérie qui venaient, il y avait des pieds noirs, des Algériens. Et quand on était dans les parcs, j'ai encore ce souvenir de voir des émirs, comme on les voit maintenant ailleurs, en Arabie Saoudite par exemple, avec la grande robe blanche et suivie par toute une série de personnes qui faisaient partie de leur cour. Bon, ça vous marque, vous dites, mais dans le fond, je n'étais pas destiné à écrire un livre sur la langue arabe, mais sans le savoir, j'y étais confronté. Pas confronté, mais j'y étais véritablement en rapport constant. Beaucoup de mes amis étaient des pieds noirs. Quand j'avais 13-14 ans, votre âge, on jouait ensemble. Ils étaient pieds noirs, c'est-à-dire ils revenaient d'Algérie. Ils en parlaient d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, parce qu'ils y avaient beaucoup de souvenirs. Donc j'ai ce souvenir-là aussi. Et puis,
On continue, si vous voulez, son parcours. Il se trouve que, bon, je joue, si vous cherchez sur Internet, vous me verrez jouer de la guitare électrique, c'est une de mes folies. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai fait de la clarinette. Alors ça, j'étais pas très content de faire ça, mais c'était à cause de mon père. Mon père avait décidé que s'il y avait une guerre, il avait son oncle, qui était son frère à lui, mon oncle, donc, qui était parti faire la guerre en Algérie, qui en était revenu avec de beaux souvenirs d'Algérie. Donc, si vous voulez, il y a des confrontations, il y a des choses difficiles, mais en même temps, il y a des souvenirs. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a des contacts de civilisation. Il m'avait dit, mon fils ne fera pas la guerre, il sera dans la fanfare de l'armée. Bon, et c'est comme ça que je me suis tapé 50 clarinettes qui ne m'enthousiasmaient pas vraiment, mais qui étaient destinées, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous vous dites, bon, oui, dans le fond, on était là aussi dans une période conflictuelle. Ensuite, je me retrouve professeur de lettres, donc de français. Et là, ce que je vous ai raconté, l'histoire de la langue française, ça me touche. D'un seul coup, je découvre qu'effectivement, la langue arabe est une grande langue d'emprunt et que beaucoup de mots qu'on utilise sont des mots arabes. Alors là, d'un seul coup, je me dis, bon, effectivement, j'ignorais tout de cela. Et puis ma passion, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les dictionnaires, donc j'en ai effectivement 10 000 chez moi. C'est une forme de maladie, ce qui fait que quand les amis de mes enfants venaient, qu'ils étaient plus jeunes, et voyaient les 100 petits Larousse de 1905 à nos jours sur un mur, ils me regardaient en se disant ça doit être un malade, ils avaient sans doute raison, mais en tout cas c'était pour moi important de voir les mots qui entrent, les mots qui sortent, l'évolution des mots, etc. Et ce sont un peu des témoignages, des photographies. Et donc je m'intéresse au dictionnaire, et notamment à un dictionnaire que vous connaissez tous, le Petit Robert. Il y a le Grand Robert, le Petit Robert. Bon, et bien le Petit Robert, Paul Robert, il a passé jusqu'à 35-40 ans en Algérie. Paul Robert est un pied noir en quelque sorte, puisque son père avait des champs d'oranges en Algérie. Orange est un mot arabe d'ailleurs. Et à partir de là, le fils qui jouait avec des enfants arabes, qui se plaisait beaucoup dans cette Algérie natale, s'est passionné pour la langue française, bien sûr, pour la langue anglaise, et avait aussi quelques connaissances dans la langue arabe. Et comme toujours, quand on est à cheval sur plusieurs langues, c'est souvent quand on est bilingue, c'est pour ça que celles et ceux qui parmi vous ont la chance d'avoir des parents qui parlent une autre langue dans leur enfance, et qu'ils ont gardé cette langue qui peut être ou espagnole, ou portugaise, ou arabe, et ça dépend de quel pays, il y a des arabes dialectaux différents, c'est une grande chance, parce que ça vous oblige à penser avec des mots un peu différents, comparés. On voit ce qui est dit dans une langue qui ne peut pas être dit dans l'autre. On voit, si vous voulez, par comparaison, on enrichit en quelque sorte son lexique. Eh bien, il y a 90% des gens qui se sont destinés à écrire un dictionnaire étaient bilingues. Bernard Quémada, le grand auteur du Trésor de la langue française, qui est gratuit sur Internet, que vous pouvez donc consulter. Il est un peu compliqué, mais tout le monde peut le consulter. Bernard Quémada est espagnol. Paul Robert est d'origine algérienne. Donc on a là, comme vous le constatez, bon, d'emblée, un certain nombre de constats qui s'installent et qui vous font dire, ben oui, dans le fond, cette langue arabe dont j'ignorais tout, elle est finalement très présente inconsciemment dans ma langue, dans mon histoire, dans la façon aussi finalement de structurer notre origine. Alors, je reviens à maintenant la vis, nos ancêtres les Gaulois, et après je vous évoquerai les 6 voies d'accès de la langue arabe dans la langue française. Quand la vis, on est au XIXe siècle, on est au moment où la République se constitue, on est donc sous la Troisième République, vous vous souvenez peut-être que c'est donc après les années 1870. Eh bien, Ernest Lavis est un grand professeur d'histoire, et on a dit qu'il avait forgé l'histoire nationale. On avait besoin d'une histoire nationale. Or, Ernest Lavis écrit, et je suis allé chercher les ouvrages, collectionner dans les brocantes aussi des livres d'histoire,
et pour voir exactement ce qu'il avait dit, d'où ça venait nos ancêtres les Gaulois, puisque vous savez, c'est une blague qu'on a tout le temps en disant nos ancêtres les Gaulois, et on dit toujours qu'en Algérie, quand on enseignait l'histoire aux petits Algériens en leur parlant de nos ancêtres les Gaulois, évidemment, ça avait quelque chose d'un peu surprenant. En fait, quand on lit l'Avis, eh bien, on est surpris parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a cru qu'il a donc dit. Voilà le texte précis, je suis allé le chercher. On est en 1882, et voilà ce qu'il dit. Donc, c'était des manuels scolaires comme ceux que vous avez, hein, qui étaient destinés à l'école primaire, au collège et au lycée, et surtout au collège. Alors, tiré de l'ouvrage de Courmoyen, je crois, il y a 2000 ans, la France s'appelait la Gaule. La Gaule était habitée par une centaine de petits peuples. Chacun d'eux avait son nom particulier, et souvent ils se battaient les uns contre les autres. Et il poursuit, la Gaule n'était donc pas une patrie, car une patrie est un pays dont tous les habitants doivent s'aimer les uns les autres. Bon, alors évidemment, nos ancêtres les Gaulois, on le voit sous un autre aspect, et il explique ensuite que ce sont les Romains, et donc les Gallo-Romains, avec le latin dont tu parlais tout à l'heure, qui ont donné évidemment un élan civilisationnel et qui ont valorisé les qualités qu'avaient quand même les Gaulois, mais que, si vous voulez, il s'agit un peu de remettre les choses à leur place. Il continue. Donc au IIe siècle, tout ça est souligné d'ailleurs, puisque c'est un manuel scolaire, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois étaient encore des barbares, mais ils étaient au seuil de la civilisation. Il poursuit. Il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique, et à cet égard, les druides, le gaulois, jouent leur part. Et un peu plus loin, un chapitre entier sur la civilisation arabe. La civilisation arabe avait été longtemps supérieure à celle de l'Occident, or d'abord en Espagne, puis en Orient, même lors des croisades, que nous étudierons plus tard. C'est l'auteur du livre qui s'exprime. Les Occidentaux connurent cette civilisation arabe, les emprunts qu'ils lui firent contribuèrent au lent réveil de la civilisation européenne. Donc, on est assez loin de cette réduction sur nos ancêtres les Gaulois. Je dois dire d'ailleurs que je ne connaissais pas ces extraits et ces textes avant d'aller les chercher. C'est quand je décidais d'appeler le livre « Nos ancêtres les Gaulois » ce que notre langue, la langue française, leur doit, nos ancêtres les Arabes, pardon, ce que notre langue leur doit, que j'ai découvert que sur nos ancêtres les Gaulois, on disait finalement bien des bêtises. Alors, encore un mot maintenant, et on va entrer de plein pied du côté des mots qui nous ont été donnés, offerts, pas tous bien sûr, dire que quand on est au Moyen-Âge, qu'on est un érudit, et encore davantage sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait 3 cœurs pour les érudits, que vous allez devenir. Eh bien, les 3 cœurs, c'était la langue grecque, la langue romaine, enfin latine, et la langue arabe. Parce que la langue arabe existe depuis fort longtemps, et effectivement, on savait qu'elle était porteuse d'une philosophie, porteuse de savoir, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, et qui va durer encore jusqu'au XVe, XVIe siècle, où, bien sûr, le latin et le grec passent en premier, mais la langue arabe reste derrière une idée de très grande civilisation. Alors, j'ai distingué, dans le livre qui, dans le fond, rassemble un peu, synthétise tout ce que j'ai voulu dire, j'ai distingué 6 voies d'accès. 6 voies d'accès de cette langue arabe en langue française. La première sont les croisades. Alors les croisades, évidemment, philosophiquement, elles sont discutables, puisqu'il s'agit, dans le fond, un peu de guerre de religion, de reprendre Jérusalem, et de chaque côté, il y a pas mal de morts et pas mal d'exactions. Mais, comme toujours, quand on fait une guerre, l'ennemi, et là en l'occurrence c'était les Arabes, qu'on allait essayer de conquérir, récupérer un territoire, l'ennemi, on s'aperçoit d'un seul coup qu'on l'a beaucoup dénigré,
mais qu'il a une civilisation très avancée, très fine, très raffinée, qui possède des choses qu'on n'a pas. Et du coup, si vous voulez, même si c'est négatif, une guerre, il y a toujours un certain respect quand même pour l'ennemi quand celui-ci a quelque chose de très valorisé. Un peu plus tard, vous savez, nous allons faire la guerre. Il y a 2 jours, je faisais une conférence à Blois dans les rendez-vous de l'histoire, et là, on était donc au cœur de l'histoire et donc de l'Italie, par exemple. Eh bien, quand on a fait les guerres d'Italie, on est parti pour conquérir l'Italie, ramener, dans le fond, les richesses italiennes. On est revenu avec des invités, dont Léonard de Vinci. Hein, et on est revenu avec un goût extraordinaire pour les poèmes italiens, Ronsard, Du Bellay, en imitant Pétrarque, etc. Donc, il y a toujours ce mouvement. Alors, cette première voie d'accès, que j'appelle donc celle correspondant aux croisades, c'est un contact civilisationnel. C'est un contact commercial aussi. On s'aperçoit d'un seul coup que le monde arabe a le commerce avec la Chine, a le commerce avec l'Inde, par la mer Rouge, et que par conséquent, il y a des liens qui sont faits, des produits qu'on ne connaissait pas, d'où la route de la soie, par exemple, et ces choses-là, dont on perçoit évidemment l'intérêt. Mais les mots, très peu. Crac, des mots de ce type qui correspondent à un château fort, non, c'est pas très, très bon. Deuxième voie d'accès, c'est la conquête religieuse arabe en Espagne. Vous le savez, donc il y a eu cette conquête à la mort de Mahomet, et à partir de là, l'Espagne a été conquise, les émirs, les vizirs, les califes, voilà des mots qui s'installent, qui correspondent à cette hiérarchie. On sait aussi d'ailleurs que cette conquête, exactement comme les Romains, ont conquis les Gaulois avec beaucoup de souplesse, au point qu'on a adopté finalement le monde romain latin en tant que Gaulois au départ. Eh bien là aussi, ça se fait avec beaucoup de souplesse. La religion chrétienne n'est pas écartée, simplement il y a des règles à suivre, mais si vous voulez, il y a quelque chose qui s'installe, qui structure un petit peu les choses, notamment en Espagne. La troisième voie d'accès, alors, elle est savante. Ce sont les Arabes qui s'installent à Cordoue. Il y a un film dont j'ai plus en tête le nom, Le Destin, je crois, où on le voit très bien. Cordoue est une ville totalement espagnole et arabe, et où il y a une centaine de bibliothèques, il y a énormément, si vous voulez, de vie intellectuelle, et on y vient d'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, entière, pour bénéficier de la médecine, de la chimie, des savoirs d'Avicenne ou d'Averroès, qui sont les grands savants de l'époque. Et là, il nous laisse ces mots que vous connaissez, puisque tous les jours, vous y êtes confrontés, pour au moins une partie d'entre vous, algèbre, chimie, et des mots de ce type, arrobase, on le disait, puis tous les mots aussi de l'astrologie à l'époque, plutôt astronomie maintenant, mais nadir, zénith, tous ces mots-là. Des mots aussi comme zéro, chiffre. Zéro et chiffre sont des mots arabes, c'est chifra, qui a donné zéro d'un côté et chiffre de l'autre. Donc c'est des mots qu'on utilise quasiment tous les jours. Donc ça, c'est le monde savant qui nous laisse beaucoup de choses. Alors, comme toujours, hein, vous l'avez peut-être sûrement étudié, mais l'âme vient de anima, c'est pas de la langue arabe, ça passe par le grec et le latin qui veut dire le souffle. Donc, si vous voulez, c'est l'âme, évidemment, c'est difficile, et le souffle est une belle image. Algèbre, ce que vous faites, quand vous faites de l'algèbre, ça veut dire réduction de fracture au départ, de fracture d'un os. Parce qu'on réduit et on essaie, si vous voulez, de reconstituer la chose. Et évidemment, comme l'algèbre, mathématiquement, c'est aussi des réductions d'ordre mathématique, avec des chiffres et quelques symboles, bon, on est dans le même contexte. La troisième voie d'accès, alors celle-là, ça passe aussi par l'Espagne, mais ça passe par tout le bassin méditerranéen. On est en gros au 10e, 11e, 12e et même 13e siècle, et ça va parfois au-delà. C'est le commerce. C'est le commerce, puisque la flotte arabe était extrêmement importante dans le bassin méditerranéen, et en tant que flotte commerciale, eh bien, à Gênes, à Venise, on est en Italie, en Sardaigne, Palerme ensuite pour la Sicile, et puis bien sûr par l'Espagne, il y a beaucoup de produits qui passent, qu'on ne connaissait pas. Alors, il y a des mots qu'on découvre, mais qui ne sont pas arabes. Le riz, par exemple, on ne connaissait pas, mais ça passe par ce biais. Ce n'est pas un mot arabe. Mais en revanche, le lilas,
Est-ce qu'il n'y a pas plus belle fleur au printemps et qui sent bon, si vous voulez, la campagne française? Le lilas est un mot arabe. Le jasmin. Et puis, vous avez aussi toutes sortes de produits comme les aubergines, je l'ai évoqué tout à l'heure, les potirons, les pastèques, l'estragon, les épinards. Tous ces mots-là s'installent. Abricots, avec une histoire. Alors, je vais en raconter une seule, parce que chaque mot, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, mais chaque mot mérite toute une histoire. Je vais prendre l'histoire du mot orange. Et je viens de faire l'erreur, et elle est significative. Ça vient de l'arabe naranj, que je prononce sûrement pas très bien. Naranj est passé en italien. En italien, on a appelé l'orange le fruit de l'orange. Ça se disait mela, donc on a fait melaranja. Alors, normalement, quand c'est arrivé en France, on a fait ce qu'on appelle un calque. Un calque, c'est quand on traduit, par exemple, skyscraper en anglais, sky le ciel, to scrape gratter, et nous en français, on l'a traduit par gratte-ciel. C'est ça un calque. Hein. Et donc, on a fait un calque sur le mot italien, et on ne l'a pas appelé melaranja, on l'a appelé pomme d'orange. Mais très vite, c'est devenu pomme d'orange. Alors pourquoi c'est devenu pomme d'orange? Et que le monde entier, dans le fond, à travers l'orangina, l'anglais, orange, etc., prononce orange. Hein. Eh bien, tout simplement parce qu'on avait une ville, que vous connaissez peut-être, dans le Midi, qui s'appelle Orange, qui n'a aucun rapport avec les agrumes et avec ce fruit. C'est un mot très ancien qui, pense-t-on, on n'en est pas très sûr, voulait dire une hauteur, comme souvent les villes qui sont construites sur une hauteur. Et donc cette assimilation à l'orange est devenue, si vous voulez, orange, et on a abandonné orange, d'ailleurs plus difficile à prononcer. Donc il y a toutes sortes de mots comme ça qui sont en quelques difficultés de prononciation et qu'on absorbe, ce qui fait qu'on comprend que parfois des gens de langue arabe ne retrouvent plus très bien dans naranj le mot orange. Alors il y en a beaucoup des histoires de ce type. C'est donc la troisième voie d'accès. Il y en a la quatrième. Donc maintenant la cinquième, que je ne me trompe pas. On va les reprendre quand même dans l'ordre pour ne pas en oublier. La première étant les croisades, la deuxième étant les conquêtes religieuses, la troisième, l'aspect savant, et la quatrième, l'aspect commercial que je viens d'évoquer avec toutes sortes de produits. La cinquième, c'est un autre type de mot qui va nous arriver, ce sont les colonisations et les décolonisations. Puisque au XIXe siècle, vous le savez, la France et l'Europe en général a voulu faire la conquête de ces pays qui étaient attirants et ayant une certaine richesse. Et donc, il y a eu la conquête de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, etc. Et plus largement de beaucoup d'autres pays. Et là, évidemment, ça passe par les soldats. Et quand on a affaire aux soldats, le langage n'est pas le même. C'est un langage qui est plus familier. Et par exemple, quand vous avez, alors ça se dit moins maintenant, mais quand il y a le désordre, on dit c'est le gourbi. Le gourbi, c'était une tente, donc un peu peut-être dans le désordre, mais qui est devenu chez nous le gourbi. Quand on faisait la fête dans les années 30 ou 40 et un peu avant, on disait qu'on faisait la nouba. Ça se dit encore la nouba, je pense. Bon, la nouba, en fait, c'était une fanfare en Algérie, c'était de la langue arabe avec un dialecte, et qui passait de maison en maison. Nouba, ça voulait dire faire l'arrêt, et qui passait pour faire jouer devant chaque fenêtre avec des musiciens différents. Ça a été repris par la fanfare française, et puis après, ça a été synonyme de fête, parce qu'on faisait la nouba, ce type d'orchestre, au moment donc des mariages. Et puis, beaucoup d'autres mots comme ça sont passés que je vais d'ailleurs vous énoncer rapidement, mais on va retrouver des mots comme... alors, on le dit moins maintenant, et heureusement, parce que c'était un peu péjoratif parfois, on parlait de la Fatma. Et la Fatma a été revalorisée après comme étant la mère avec toutes ses qualités. Et donc, cette langue, elle est pas... Alors, un mot que vous connaissez, évidemment, c'est kiff-kiff et kiffer. Alors, kiff-kiff, ma grand-mère, ça remonte à des siècles, disait kiff-kiff bourricot. Alors, c'est sa formule, mais tout le monde le disait à l'époque, dans les années 1950, 60, 70.
Elle disait, ah, c'est kiff-kiff bourricot. Ça voulait dire c'est la même chose. Puis après, on a dit, c'est kiff-kiff. Puis on a dit tout simplement, c'est kiff. Et ça venait de l'arabe classique, qui est kaïf, kaïf, qui veut dire pareil, pareil, tel, tel. Donc c'est parti de l'arabe classique, c'est passé dans le langage ordinaire, un peu familier. Et pourquoi kiff, kiff, bourricot? Parce qu'il y avait, je crois, une chanson où il y avait bourricot, Anne, etc. Et qu'on était là dans une comparaison, mais ça faudrait que je revérifie. Et puis aujourd'hui, on dit kiffer. Il y a Éric Orsena, qui est de l'Académie française, dit qu'il faut le faire entrer dans le prochain dictionnaire de l'Académie, puisqu'ils ont déjà fait la lettre K. Et je crois qu'il a raison, kiffer, tout le monde l'utilise, tout le monde sait de quoi il s'agit. Sauf que, évidemment, c'est un mot un peu familier, mais kiffer, contrairement à ce qu'on imagine, ça fait longtemps qu'il est dans le dictionnaire, puisqu'au XVIIIe, on avait le keif. Alors, ce n'était pas écrit tout à fait de la même façon. Alors, évidemment, c'était la béatitude due à la drogue, et donc c'était condamnable. Mais c'était ça, déjà, dans le dictionnaire du XVIIIe. Donc, kiffer, au début, c'est le fait du chanvre qui était utilisé donc en Afrique du Nord. Et puis maintenant, aujourd'hui, on dit kiffer sans penser au chanvre. Et on se retrouve avec, si vous voulez, ce mot. Et en fait, kiff-kiff d'un côté, kiffer de l'autre, c'est deux générations. Et là, avec kiffer, j'entre dans... Alors, non, je ne vais pas entrer tout de suite dans la sixième, celle du rap, et celle des jeunes aujourd'hui, et qui nous apporte bien des mots assez sympathiques. Toujours dans cette période de colonisation, il faut avoir aussi des mots de guerre. Le baroud, un baroudeur. Le baroud, c'est, vous savez, le dernier combat, le combat d'honneur. Le baroudeur, c'est celui qui prend des risques, qui voyage, qui se déplace, qui est, dans le fond, assez très courageux. Et puis vous avez le bled. Le bled, c'est un mot arabe qui veut dire village, c'est un petit village, et qui a donné aujourd'hui le blédard. Mais là, on est plutôt du côté de la sixième voie d'accès avec le rap. Le blédard, vous avez sur Internet toute une série sur YouTube, toute une série de choses sur les blédards qui sont très plaisants. Et c'est celui qui est déjà bien installé en France, mais qui est d'origine marocaine, tunisienne ou algérienne, et qui voit arriver les nouveaux qui ne connaissent pas encore bien la chose. Il y a le blédard qui montre un certain nombre de choses, donc c'est assez sympathique. On a l'équivalent, nous, avec Pecno, d'une certaine façon. Et puis, il y a, à ce moment-là, aussi, ce qu'on a appelé, alors peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais le patois, vous savez ce que c'est quand on parle une langue qui est un peu déformée, et il y a eu le pataouet. Alors, par exemple, quand on évoque les humoristes aujourd'hui qui sont d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine, ou bien que vous prenez les séries avec des gens qui s'expriment avec l'accent un peu ziva, souvent ils évoquent, Enrico Macias en avait été un premier exemple, ils évoquent le pataouet, c'était le parler à Bab el-Oued, qui avait un accent très fort, celui qu'on prend un peu quand on veut faire un peu à la mode maintenant. Ça, c'est le pataouet, c'était le patois, et ça avait donné toute une série de mots. Alors, quand j'évoquais tout à l'heure la décolonisation, j'irai jusqu'aux pieds noirs. Les pieds noirs, vous le savez, ce sont ceux qui sont revenus d'Algérie quand on n'a plus voulu d'eux, en quelque sorte, en Algérie. Bien, les pieds noirs, méchoui, merguez, couscous, harissa, c'est des mots qu'on connaît tous. Mais moi, j'ai un souvenir personnel de mon grand-père à Boulogne-sur-Mer. Pour la première fois, j'avais 11-12 ans, mes parents l'emmènent dans un restaurant qui venait d'ouvrir avec donc du couscous. Et mon grand-père, qui était vraiment de la campagne, qui n'avait jamais mangé de couscous, qui trouvait ça bon, et il voit de la sauce tomate au milieu de la table. Et donc, il prend la sauce tomate, et il en badigeonne évidemment son couscous. Manque de chance, c'était, vous l'avez deviné, c'était pas de la sauce tomate, c'était de l'harissa. Et j'ai jamais vu mon grand-père aussi rouge, et proférant des jurons à n'en plus finir, parce qu'il n'en pouvait plus. Évidemment, il avait avalé au moins 2 cuillères d'harissa d'un coup, et on imagine ce que ça peut faire. Donc, si vous voulez, on a découvert ça, mais aujourd'hui, aller à un méchoui, couscous, tout ça, c'est des choses tout à fait ordinaires et très agréables. Hein, on a des restaurants qui sont spécialisés. Dites-vous qu'avant les pieds noirs, ça n'existait quasiment jamais, hein, que c'est relativement récent. Alors, on quitte cette voie d'accès, on arrive à la sixième. La sixième voie d'accès, bien, c'est le vocabulaire, effectivement, du rap. Et dans ce cas-là,
on se retrouve avec toute une série de mots. Et il suffirait que vous alliez sur DocDico, puisque c'est accessible sur Internet sans aucun problème, et vous retrouverez toute cette série de mots. Wesh, à commencer par wesh, wesh wesh, bon, qui vient de l'expression wesh rak, qui en gros veut dire ça va, comment vas-tu, tu vas bien, c'est ça l'origine de wesh. C'est rentré dans le dictionnaire. On parle du parler wesh. Hein, donc ça a été un des premiers peut-être qui a eu le plus de succès. On va avoir par exemple Zarma. Bon, en gros, Zarma, ça veut dire un peu genre, etc. Et c'est devenu une interjection. Zarma. Bon. Donc je ne prononce peut-être pas très bien. Mais dans DocDico, si vous entrez sur Internet, vous cherchez DocDico, peut-être Jean Pruvot, mais à DocDico, vous le trouverez. Sur Move. Hein. Et vous verrez, à chaque fois, il y a un extrait de rap au début. Après, on dit, alors le doc, ça vient d'où ce mot? Je raconte. Là, je vais faire Bezef, par exemple, pour la semaine prochaine. Alors, Bezef, c'est un mot arabe que vous connaissez, beaucoup. Mais souvent, nous, on dit, il n'y en a pas Bezef. C'est souvent presque l'inverse, il n'y en a pas beaucoup. Or, c'est de l'arabe classique, qui vient de loin, qui est passé après par l'arabe maghrébin, et qui est de bonne qualité, et bon, qui est quand même assez réussi. Quand on prend des mots comme walou, mais bon, il n'y a rien, c'est nul. On devait aller au cinéma, walou. Bon, c'était réglé, on n'y est pas allé. Quand on prend... j'ai trop la race, bon, on y est en plein, hein, ou Assoul. Assoul, bon, ouais, vous connaissez, hein, ça veut dire en bref, quoi, allez, accouche, va plus vite. Et donc, mettre la dawa, il nous a mis la dawa. Bon, la dawa, c'est-à-dire le bordel, bon, ben, c'est un mot maintenant qui revient à la mode, comme vous l'avez vu dans l'actualité. Donc on est là avec toute une série de mots. Il y a des mots qu'on n'aime pas trop envie d'entendre. Barkika, ça veut dire dégage. Bon, et dans le vocabulaire, évidemment, du rap, de temps en temps, on le trouve. On va retrouver aussi toute une série de mots comme chouf. Alors, chouf, c'est-à-dire regarde, et le chouf, celui qui surveille dans les trafics de drogue et qui a donné lieu à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a Bellec. Ah, Bellec. Donc, fais attention, regarde. Donc, Bellec est aussi un mot arabe très important. Alors, c'est là où je vais peut-être conclure pour vous laisser poser des questions sur la langue française en général. Par exemple, chouf. Chouf, je le connais depuis au moins 25 ou 30 ans. Or, il n'était pas encore installé dans la langue française. Le rap est venu un peu après, il y a 30 ans. Moi, ma génération, c'était le rock. Et donc, pourquoi je le connais? Ben oui, parce que mon beau-frère a été instituteur en Algérie. Donc, il est revenu avec quelques mots. Et quand on était ensemble, de temps en temps, il faisait chouf. Alors, au début, je ne comprenais pas, puis au bout de quelques secondes, on comprend ce que ça veut dire. Regarde. Et donc, chouf, ça fait très longtemps que je le connais. Et quand... Je le dis sincèrement, quand j'ai fait ce livre, je me suis dit, je vais m'attraper une volée de bois vert, c'est-à-dire des coups de bâton de beaucoup de gens qui vont dire c'est insensé, nos ancêtres les Arabes, qu'est-ce que c'est que ce discours? Eh bien, je n'ai pas eu ça. Les gens ont lu le livre et j'ai rencontré souvent des gens que je n'attendais pas dans cette aventure. Qui pouvaient être dans des partis politiques un peu rudes vis-à-vis du racisme et qui admettaient très bien que la langue, bon, oui, finalement, ils parlaient arabe sans le savoir. Et tout ça fait avancer les choses dans cette discrimination qu'il faut combattre, c'est-à-dire de se dire, mais oui, mais on ne s'en rend pas compte, mais on est véritablement enrichi, très enrichi de la langue arabe. Alors, je l'ai mal dit tout à l'heure parce que dans l'histoire de la langue française, j'ai oublié quelque chose. J'ai évoqué le gaulois mélangé au latin, mélangé au germanique, avec beaucoup de latin et pas mal de germanique. Ça donne la langue française. J'ai évoqué cette langue française qui s'enrichit de quelques mots normands, comme varech, mot des vikings, comme varech, drakkar, évidemment, vague, cric, ce sont des mots normands. Et puis, tout de suite après, je suis passé à l'arabe. J'ai eu raison. Et puis je me suis installé dans cette langue arabe pour parler avec vous justement de toutes les voies d'accès de la langue arabe. Mais j'aurais dû continuer et dire qu'après
les invasions arabes, en tout cas la conquête arabe d'Espagne, qui a été le premier moment, mais qui pour nous a continué jusqu'au rap maintenant, il y avait les Italiens. Les Italiens, c'est au XVIe siècle, quand j'étais il y a 2 jours à Blois. Le château de Blois, c'est la Renaissance, c'est derrière ces guerres d'Italie. Et là, les Italiens, à la cour, il y avait Catherine de Médicis, donc elle est italienne, elle est venue avec beaucoup d'Italiens. On ne disait pas la rue, on disait la strada, comme on le dit en italien. Ça a disparu. Hein, mais beaucoup de mots italiens, sans qu'on le sache, sont entrés dans notre langue française. Quand vous dites moustache, quand vous dites pantalon, quand vous dites façade, quand vous dites douche, quand vous dites escalier, ce sont des mots qui sont passés. Alors, je ne parle pas des mots de la musique, évidemment, concert, carnaval, etc. Ce sont des mots qui viennent de la langue italienne. Les Italiens nous ont apporté aussi beaucoup de mots. Mais l'italien est tellement proche de la langue française qu'on les a intégrés et qu'on ne s'en aperçoit pas. Et puis, ça a été qu'au XVIe siècle. XVIe, encore un peu aujourd'hui, avec les spaghettis, avec évidemment les tagliatelles, etc., bon, l'aspect gastronomique. Mais en fait, ce n'est pas beaucoup de mots. C'est surtout au XVIe siècle qu'ils ont été complètement intégrés. Donc voilà, on retient, après la langue française constituée à peu près au IXe siècle, emprunt très peu au normand, emprunt à la langue arabe énormément, emprunt à la langue italienne, et puis le dernier, ben, vous le savez. Et peut-être que votre génération sera moins victime, si je puis dire, de l'anglais que la mienne, puisque moi, la musique que j'aime, c'est pas trop le rap, je suis honnête, c'est AC/DC, c'est des choses de ce type qui me plaisent. Bon, et jouer de la guitare comme Angus Young, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Mais c'est en anglais. Quand j'avais votre âge, les chansons que j'apprenais, c'était les Beatles et les Rolling Stones, c'était en anglais. Aujourd'hui, mon petit-fils, qui a votre âge, 13-14 ans, enfin, il y en a de plus grands que vous, bien sûr, 13-14 ans, tous ces mots, il les connaît. Et le rap, c'est la langue, c'est sa musique, que je finis par apprécier, évidemment. Hein. Et or, le rap, quelle est la particularité du rap? Ben, c'est en langue française, enrichi de mots arabes, certes, mais c'est très bien, mais c'est la langue française. Donc merci. Merci à vous tous de m'avoir écouté et je suis prêt à vos questions sur la langue française. Merci beaucoup. Le temps que les questions arrivent, qu'est-ce qu'il y avait avant le latin? Qu'est-ce qu'il y avait avant le grec? Qu'est-ce qu'il y avait avant le gaulois? Eh bien, des langues. Qu'est-ce qu'on parlait? Quand les Gaulois sont arrivés en France, il y avait bien des gens déjà. Quelle langue parlaient-ils? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Non, quand même. Ils parlaient une langue qui a disparu et qui est la langue pré-indo-européenne. On s'est aperçu que probablement, on pensait que c'était de Russie, maintenant on est à peu près sûr que ça vient de Turquie, probablement en Turquie, il y avait des tribus qui parlaient une langue. Ces tribus se sont déplacées à l'est et à l'ouest. À l'est, du côté de l'Inde. À l'ouest, et en descendant, toute l'Europe. Et c'est cette langue qui a donné la famille de langues qu'on appelle la famille de langues indo-européenne. On l'a appelée comme ça, on l'a découverte à la fin du XVIIIe et début XIXe. C'est cette langue qui a nourri le grec, le latin, l'espagnol, le latin, je viens de le dire, l'anglais, le portugais bien sûr, mais pas le basque. Le basque est une langue pré-indo-européenne. C'est-à-dire que c'est une langue qui était là avant que ne s'installent ces langues indo-européennes. Et donc c'est pour ça que souvent on a un peu déliré sur les origines du basque, mais c'est une langue qui ne ressemble à aucune des autres de l'Europe. Hein. Donc c'est important parce que c'est ce qui explique que vous retrouvez en indien des mots qui sont pitar, qui veut dire père, dans une langue indienne, et que vous avez pater en latin, vous avez father en anglais, vous avez patro, et on est du côté de l'espagnol, père, et tout ça, on voit bien que c'est la même famille. Alors que quand on est dans les familles de langues asiatiques, on le voit quand on a des amis qui parlent ensemble chinois, là, on ne reconnaît rien du tout. Il n'y a pas de ressemblance, si vous voulez, lexicaire. Je ne sais pas, c'était pour les questions. Il n'y en a peut-être pas. En tout cas, merci de votre attention, hein, parce que c'est pas toujours si facile de parler comme ça sur un sujet.
avec un public, le meilleur des publics, c'est-à-dire le plus exigeant, celui qui veut comprendre, et quand le professeur ou le conférencier n'est pas clair, on le voit tout de suite. Alors bonjour. D'après vous, comment la langue française pourrait-elle encore évoluer? Alors, merci de cette question. Alors, à mon avis, elle est déjà en train d'évoluer. Si vous écoutez, elle a toujours évolué. Et si vous écoutez, par exemple, les films anciens, vous apercevez que même Jean Gabin, qui était plutôt dans le registre un peu populaire, il n'a pas le même accent que nous. Il n'a pas la même façon de prononcer les choses. Et on a l'impression, quand on écoute des hommes politiques d'hier, on le voit, si vous voulez, dans les extraits des films des années 1930 ou avant la guerre, qui s'expriment d'une drôle de manière. Alors, par exemple, mon grand-père, qui n'était pas... il avait le certificat d'études, c'est tout, et n'avait pas été plus loin dans ses études, mais s'exprimait bien, mais il avait la langue de tout le monde. Moi, je dis les pâtes. J'aime bien les pâtes. Mais vous remarquerez que je pourrais dire j'aime bien les pâtes de poulet ou j'aime bien les pâtes à la sauce tomate. Je ne fais plus la différence. Mon grand-père, jamais. Et pourtant, il était d'origine, pour ainsi dire, populaire. Il aurait dit les pâtes. J'aime les pâtes. Mais sans le faire exprès et sans insister. Et il aurait dit les pâtes de poulet. C'est-à-dire que ce A accent circonflexe est en train de disparaître, si vous voulez, de nos distinctions. On ne le juge pas utile, et la langue va toujours vers l'économie, vers le plus court. Alors, autre élément, je me souviens du moment où j'avais votre âge. C'était dans les années 68, et un peu avant même, et la grande époque à ce moment-là, c'était le retour vers la nature. Les chèvres du Larzac, les moutons, la campagne, le rejet de la ville, c'est toute cette époque-là. Bien. Eh bien, dans le lycée où j'étais, on était en seconde, donc dans le lycée où j'étais, les jeunes que nous étions, jouant au baby-foot, jouant au billard électrique, au flipper, etc., c'était les jeux du moment, on affectait presque tous d'avoir un accent campagnard. C'était très bien porté d'avoir l'accent campagnard. Bon. Aujourd'hui, j'aurais l'accent ziva. Peut-être pas dans ma famille, mais j'aurais peut-être un accent un peu différent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des influences, des modes qui nous dépassent et qui font que, sans le vouloir, il y a peu de chances que vous m'évoquiez les pâtes, mais que vous parliez des pâtes. Alors, autre chose, pour évoluer la langue, les mots valises. Ce qu'on appelle les mots valises, c'est des mots qu'on met ensemble pour les créer. Il y avait information, il y avait automatique. On a fait informatique. Et en Angleterre, et aux États-Unis surtout, c'est fréquent, on le fait très facilement, on en a fait énormément. Nous, on ne savait pas le faire. Notre langue ne s'y prêtait pas, on a une langue qui pousse plutôt à utiliser des prépositions. Ben, aujourd'hui, on le fait de plus en plus. Et ça, c'est des évolutions. Alors du coup, puisque votre question est très, très élevée, vraiment, j'en suis heureux, c'est la morphologie. Dans la morphologie, on n'hésite plus parce que la publicité nous y a aidés aussi. La publicité est là, elle nous... Alors, autre chose qui joue, la radio. La radio joue un grand rôle avec Internet, et pas simplement la radio traditionnelle, mais évidemment YouTube. Et donc, les mots vont très très vite. Alors, un mot qui mettait longtemps à s'installer, aujourd'hui, en quelques heures, il peut être sur toute la planète. Ça change évidemment l'idée de néologie. Néologie, c'est-à-dire des mots nouveaux. Donc elle va évoluer, cette langue, elle est déjà en train d'évoluer dans l'accent, elle va évoluer dans la fabrication des mots, et bon, alors après, l'éternel débat, l'orthographe fout le camp, les jeunes parlent moins bien, j'en suis pas du tout convaincu, même pas du tout convaincu. Ce sont d'autres mots, ce sont d'autres univers. On lit moins, j'en suis pas sûr. Moi, je vois personne, et là, je suis dans la région parisienne, dans le RER très souvent, on est tous en train de lire, hein, sur l'ordiphone, le téléphone intelligent ou le smartphone, puisqu'on propose différents mots pour ce type d'objet. Mais donc, on évolue parce que la communication est aussi beaucoup plus forte. Donc voilà, merci. Ce que je voulais dire, c'est que, d'après vous, de quelle langue pourrait-on encore s'inspirer pour faire évoluer la langue française ? Alors moi, je suis vraiment, et vous l'avez peut-être perçu tout de suite,
je suis favorable, et c'est pour ça que j'ai été très heureux de venir faire cette conférence, enfin cette discussion avec vous. Je suis convaincu que si on perd notre histoire, c'est pas bon. Donc il faut avoir le nez rivé sur le présent, nos besoins présents, ne pas oublier l'histoire et être capable d'inventer des mots. Donc si vous voulez, par exemple, un des livres que je vais sans doute faire bientôt, c'est sur le latin et le grec. Je m'explique. On n'a pas besoin d'apprendre le latin et le grec. On n'arrête pas de nous dire « Ah, c'est perdu, etc. » C'était pas mal de savoir le latin et le grec. Mais il y a des tas de choses aujourd'hui, l'informatique, etc., qui sont là et qui font que, bon, on ne peut pas tout apprendre non plus. Mais connaître les racines latines et les racines grecques, ça serait nécessaire. Et ma plus belle réussite de professeur, quand j'étais donc avec des élèves qui avaient votre âge, je crois que c'était en 3e à peu près, ou en 4e, je ne sais plus, je venais de faire les racines latines avec émi, qui voulait dire moitié, céphale, qui voulait dire tête, puis d'autres mots comme ça. Et quand j'ai entendu dans le couloir 2 élèves qui, en riant, se traitaient d'émicéphale, donc de moitié de tête, je me suis dit, bon, c'est réussi. C'est-à-dire que ne pas perdre le latin et le grec en tant que racine latine et racine grecque, ne pas rejeter les langues comme l'anglais, ça ne sert à rien, de toute façon, de les rejeter. Lire, évidemment, la littérature, bon, et puis ne pas hésiter à inventer des mots en les normalisant. Bon, moi, tout ça, ça me paraît très bien. Je ne suis pas très inquiet, en fait. Mais bon, c'est ma nature, je ne suis pas d'un tempérament inquiet. Sinon, je ne serais pas là. Je suis plutôt inquiet de tomber, parce que je ne regarde pas mes pieds. Et... Merci. Bonjour, je voudrais savoir quelle est l'origine du berbère. Du verbe être? Non, du berbère. Ah, du berbère, d'accord. Vous voyez, c'est l'âge, hein, je commence à confondre berbère et le berbère. Ah, le berbère, ça fait partie de ces langues. Alors, quand j'ai évoqué les familles de langues, il y a la famille indo-européenne. Donc, on passe de côté des langues indiennes et puis quasiment toutes les langues de l'Europe, dont l'anglais, qui évidemment a colonisé pas mal d'autres pays. Et puis il y a l'autre famille de langues qu'on appelle la famille de langues chamito-sémitiques ou sémito-chamitiques. Alors, c'est un mot barbare, un peu compliqué, mais dans le fond, ça vient de la Bible, parce que c'est un des rares mots qui nous vient de la Bible qui reste savant. Il se trouve que Noé, vous vous souvenez peut-être de cette image, de cette allégorie, Noé, après donc avoir que le déluge soit passé, il est là dans les vignes, et ses fils, il est là à moitié endormi dans une vigne, et ses 3 fils pensent que Noé est ivre. Et donc il y a un des fils qui se moque de Noé, un autre aussi, et finalement, quand Noé se réveille, il chasse d'une certaine façon ses fils. Japheth va vers le sud, et c'est donc le nord, pardon, et c'est donc l'Europe, mais on n'a pas fait les langues japhétiques. Et Sem, S-E-M, et Cham, eux, chassés aussi, mais ils vont au sud. Donc c'est l'Afrique et toute l'Afrique du Nord. Et donc on a là les langues sémito-chamitiques qui ont une même nature. Alors le berbère est une de ces langues chamito-sémitiques et qui est bien antérieure peut-être à la langue arabe, mais comme beaucoup de langues, hein, le breton est antérieur à la langue française. Il existe encore, un peu moribond. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de bretons dans la salle qui veulent défendre ça, mais je suis pour le breton, mais on doit bien dire quand même que en ce moment, c'est presque une langue morte, alors que le berbère n'est pas du tout une langue morte. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, et pour répondre bien à votre question, le berbère a beaucoup alimenté la langue arabe, puisque, comme votre camarade l'a évoqué, la langue arabe elle-même a bougé. Alors une langue, pour ne pas bouger, pour moins bouger, doit être écrite à partir du moment où l'arabe classique existe, donc pour notamment le Coran, de même qu'on avait le latin pour la Bible. À ce moment-là, la langue se modifie moins vite. Voilà, je réponds. Merci. Allez-y. Merci. Pourquoi dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin? Bon, il y a 2 jours, 3 jours,
On m'a posé la question pour un quotidien français auquel j'ai répondu comme je pouvais parce que je n'avais pas vraiment de réponse bien fine. Mais en ce moment, il y a un grand débat qui s'appelle inclusif. Comment on appelle ça? Le genre inclusif. Alors, il y a d'un côté, il y a des langues qui n'ont pas ce problème-là, qui ont soit pas de genre, c'est l'anglais, où masculin et féminin n'a quasiment pas de sens. Bon. Il y a des langues qui ont 3 genres. Il y en a peut-être parmi vous qui font de l'allemand. Donc dans l'allemand, il y a die, le féminin, il y a der, le masculin, c'est le, hein, c'est l'article le, et das, voilà, très bien, le neutre. Alors, quand il y a un neutre, ça simplifie un peu les choses, parce qu'on peut être ni masculin ni féminin. Mais comme en français, on a et le masculin et le féminin, ça nous complique la vie pour un certain nombre, évidemment, de situations où, grammaticalement, il faudrait choisir l'un des deux, parce que où on le met au féminin, à ce moment-là, c'est le masculin qui compte plus, ou on le met au masculin, et c'est le féminin, effectivement, qui ne semble pas compter. Alors, cette fameuse écriture inclusive, dont on vient de parler, ça pousse un certain nombre de manuels scolaires, c'est chez Attier notamment, à pousser à ce qu'on dise, comme on dit mesdames et messieurs, mais ça c'est normal, mais qu'on dise par exemple mesdames les professeurs et messieurs les professeurs, et non pas mesdames et messieurs les professeurs. Alors, si vous êtes du côté de l'Académie française, ils considèrent que, arbitrairement, on a choisi le masculin pour neutre. Et qu'on considère que professeur, c'est aussi bien homme que femme. Bon, mais vous savez bien qu'au Québec, il y a le débat sur la professeure RE, et que quand vous êtes dans l'administration, puisque j'ai exercé un certain nombre de fonctions administratives aussi, vous êtes toujours obligé, et puis alors dans l'édition, c'est un problème permanent chez moi, puisque je suis obligé de demander aux dames si elles veulent être auteur AUTEURE, ou auteur AUTUR. Et c'est moitié-moitié. Hein. Il y en a qui veulent surtout pas du féminin et qui veulent garder le masculin, et d'autres qui veulent à tout prix le féminin. Alors c'est pas facile. L'écriture inclusive m'obligerait à mettre mesdames les auteurs RES et mesdames les auteurs EURS. Donc ça complique beaucoup, et c'est pour ça que l'Académie a dit il y a un genre neutre, c'est le masculin, c'est arbitraire, mais quand vous dites les hommes se croient supérieurs aux singes. Je peux mettre les hommes et les femmes se croient supérieurs aux singes. Mais si je suis dans l'écriture inclusive, c'est les hommes et les femmes se croient supérieurs aux singes mâles et aux singes femelles, donc aux guenons. Ça commence à compliquer un petit peu la vie. Et alors, j'ai tendance à dire, c'est presque discriminant. Il vaut presque mieux avoir un masculin neutre, parce que du coup, pourquoi je ne mettrais pas messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, RE? Mais je serais un mufle, puisque là, il faut mettre les femmes avant. Donc ça serait mesdames les professeurs RES, et mesdames et messieurs les professeurs. Mais vous voyez la complication. Donc c'est pour ça que, d'une certaine façon, je prône un peu, comme le fait l'Académie française, pour un autre. Alors, ça se complique. J'ai été professeur en école normale, et après ça s'est transformé en IUFM, comme vous le savez. J'ai été directeur d'IUFM. Alors il y avait mais avant, j'étais directeur d'une école normale, comme ça existait. Et là, le premier mot que nous a dit la directrice de l'UFM, pour moi, c'était directrice de l'UFM. Elle a dit « Je suis le directeur de l'UFM ». Bon. Alors d'accord, donc on a noté Madame le directeur de l'IUFM. Alors on est dans ce débat-là, qui est propre à la langue française, masculin et féminin. Alors maintenant je vais vous faire rire, enfin j'espère, me voilà faisant une conférence au Danemark sur l'histoire de la langue française ou les dictionnaires, je ne sais plus. Et on prend un café après la conférence, et comme dans tous les cafés, il y a des toilettes au sous-sol souvent. Je descends, et au sous-sol, je vois d'un côté une porte avec un soleil, de l'autre avec une lune. Donc évidemment, dans mon esprit français, je n'hésite pas, le soleil, c'est l'homme, j'y vais, la lune, c'est la tendresse, la féminité, c'est la femme. J'ouvre la porte où il y a le soleil, il y avait au moins 15 dames qui étaient là, elles n'ont pas poussé des cris d'horreur, mais enfin, elles m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas à ma place. Et du coup, je suis allé du côté de la Lune, et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, en allemand,
puisque je vois que tu en as fait Dider, Dendi, enfin Das, etc., c'est die Sonne, c'est la soleil, et c'est der Mond, le lune. Donc pour un Allemand, le soleil, c'est une image féminine, et la lune, c'est une image masculine. Donc c'est un vaste sujet que tu évoques, tu as raison de l'évoquer, et en même temps, pas facile à traiter. En même temps, je m'oppose par exemple à mesdames les professeurs, R, parenthèse, E, S, c'est pas très élégant non plus. Hein. Enfin voilà, donc merci de la question en tout cas. Vous avez des questions superbes. Est-ce qu'il y a des autres mots d'origine chinoise, par exemple, que dans la langue française et qui sont dans le dictionnaire? Je ne vois pas où vous êtes, mais... Ah voilà, merci. Oui, alors, il faut le dire, et cette question, elle rejoint celle que votre camarade a posée tout à l'heure. La langue chinoise est assez peu présente dans la langue française. On a bien le wok, on a bien toute une série de mots qui correspondent à des réalités chinoises, mais elle est assez peu présente parce que le pays est loin et on n'a pas eu énormément ni de guerre, ni d'échanges. Mais, par exemple, le taïkonaute, vous savez, on a le cosmonaute, on a l'astronaute et le taïkonaute. Alors, l'astronaute est français, le cosmonaute est russe et le taïkonaute est chinois. Donc on a des mots, parce que taïko c'est le mot qui y correspond, on a donc des mots qui entrent. Et il y en a de plus en plus. Alors c'est là où prophétiquement on pourrait dire quelle va être l'évolution de la langue française. Si la Chine prend de l'ampleur économique et devient un grand partenaire économique, des réalités économiques vont exister et il y aura des mots chinois qui seront adaptés, mais qui entreront dans la langue française. Si les Chinois n'avaient pas lancé quelqu'un dans l'espace, il n'y aurait pas de taïkonaute. Mais le taïkonaute est entré dans le dictionnaire. Donc les dictionnaires, pour moi, c'est aussi le lieu où on voit entrer les mots. Et je profite d'ailleurs pour faire le lien avec ce que vous venez de dire tout à l'heure sur le et la, sur le genre. Quand j'ai piloté un dictionnaire qui s'appelait le Nouveau Littré, quand j'ai piloté le Nouveau Littré, j'avais des rédacteurs que j'avais invités à venir, et il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et à un moment donné, on a fait la liste des mots qu'on allait ajouter, parce qu'il y a des listes déjà toutes faites, donc on allait les choisir. Je me suis aperçu que les dames, évidemment, connaissaient plus de mots, enfin évidemment, c'était en tout cas le cas, connaissaient plus de mots que moi dans le domaine de la cuisine, et qu'il y avait des mots chinois en assez grand nombre. La cuisine chinoise, elle s'installe. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, c'est que je vous vois. Celui-là, je l'aurai. D'après vous, est-ce que la langue française va se dégrader? Parce que quand on entend les jeunes, des fois, ça fait peur. Alors, écoutez, d'abord, il y a une phrase d'Alain, le philosophe que vous connaissez peut-être, qui est un peu perdu de vue maintenant. Alain disait « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Donc de toute façon, je me mets du côté optimiste. Mais si vous écoutiez la langue française au XVIIe et XVIIIe, regardez par exemple les pièces de Molière. Vous voyez bien que les gens de la campagne, ils sont un peu caricaturés avec un langage qu'on comprend mal et qui n'est pas très bon. Par exemple, le mot pieux. Le pieux en tant que lit, mot familier, bon, mot un peu grossier même. Pieux, c'est la déformation d'un mot normand qui est la peau, et il disait la pio. Et la pio, la peau sur laquelle il dormait, et c'est devenu le pieux, en passant d'ailleurs, comme vous l'évoquiez presque, en changeant de genre. Donc je pense qu'il faut veiller à la langue française, et je suis ravi de voir que vous y êtes attentifs. Donc si vous voulez, je dirais que l'avenir de la langue française est entre vos mains, qu'il faut y faire attention, il faut essayer de bien parler, et qu'il faut éviter de mélanger les genres. C'est-à-dire il y a des endroits où on doit utiliser un vocabulaire relativement neutre et normalisé, d'autres où on peut être plus familier. Dans sa voiture, on est un peu plus familier, bon, souvent. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'on est dans tous les registres. Mais ce qui est grave, et c'est là où je suis content de votre question, j'ai toujours envie de m'approcher, et du coup, vous allez voir, ça va se terminer par un accident.
Mais le fait d'être obligé d'avoir un contact, si vous voulez, proche, entraîne finalement pour la langue française une sorte de familiarité qu'on a tous les jours. Et de l'autre côté, il y a la politique linguistique. C'est celle que mène l'Académie française, c'est celle que mènent les alliances françaises, c'est celle qu'on trouve dans les dictionnaires, et c'est toujours embêtant quand un jeune, c'est pas votre cas, je le sais, quand un jeune n'a qu'un registre. C'est-à-dire que si vous n'avez que le registre populaire, moi je préfère avoir tous les registres, la bagnole, la tire, la caisse, la voiture, le véhicule, la berline, le 4x4, là on est riche. Et si je peux dire engueuler, gronder, admonester, tenser vertement, et ce qui me met très à l'aise pour dire engueuler et encore d'autres, ou morigéner. Quand on a la palette, on est riche. Donc on ne repousse pas, mais c'est bien effectivement de se dire, attention, pour pas qu'elle se dégrade, essayons d'avoir une palette la plus large possible. Merci. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Il y a combien de mots arabes dans la langue française? Ah, très bonne question. Je vais y répondre comme toujours. Vous savez, ma femme me reproche, elle me dit chaque fois qu'on te pose une question, tu commences par la Genèse et tu racontes tout. Bon, donc j'ai un peu ce défaut, mais je vais le faire quand même. Dans la langue française, il y a 3000 mots de base. Les 3000 mots de base, c'est ce qu'un enfant a à 5 ans, 6 ans, qui fait qu'il a chaise, pain, plafond, voiture, ce sont des mots de base. Après, il y a en gros 30 000 mots de culture générale qui font qu'il connaît le mot voiture, mais dans les mots de culture générale, alors il y aura berline, il y aura coupé, il y aura un certain nombre d'autres, pourquoi pas diligence, etc. Et puis au-delà de ces 30 000 mots, 3 000 mots de base, 30 000 mots de culture générale, il y a les mots techniques, les mots des spécialités. Et les mots des spécialités, alors là c'est à l'infini, on peut aller jusqu'à 1 million. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors maintenant, pour te donner une espèce de critère, et à nous aussi en tant qu'enseignants, le petit Robert, le petit Larousse font 60 000 mots. Donc 3 000 mots de base, 30 000 mots de culture générale, et on calcule vite 30 000 mots techniques. C'est ce qui fait quand on joue au Scrabble, qu'il y a beaucoup de mots techniques. On a caché le petit Larousse aux toilettes pour pouvoir aller chercher les lettres K, W, etc., qui permet d'avancer sur des mots qu'on ne connaissait pas. Alors maintenant, je réponds à ta question. Comme la langue arabe est la 3e langue d'emprunt, on compte qu'il y a entre 7 et 800 mots arabes dans notre langue. Mais alors, tout dépend où on arrête le décompte. Parce que, justement, quand j'ai fait cette conférence auprès d'érudits arabes, quelques-uns m'ont montré quelque chose que je ne pouvais pas traiter de toute façon dans le livre. Mais si on prend la flore, c'est-à-dire tout ce qui concerne les plantes, comme la civilisation arabe était très en avance pour ce qui concernait la pharmacie, on peut doubler le mot, on peut doubler le nombre. C'est-à-dire, de la même manière que pour les astres, aussi, ils étaient très en avance, donc il y a beaucoup de mots. Hein. Donc, on va considérer qu'il y en a entre 700 et 800, mais on pourrait augmenter le chiffre. Mais des Gaulois, c'est fini, ça c'est sûr, c'est une centaine. Alors maintenant, il est difficile de dire combien le rap va nous en apporter, combien resteront, parce qu'il y a les mots qui arrivent, puis après qui disparaissent. Ce qui fait, c'est sûr, il est passé. Le somme, c'est passé. D'autres, bon, resteront peut-être pas. Zarma, c'est passé, je pense. Merci. Bonjour. Ah oui, voilà, merci. D'après vous, Il faut parler tout près. quelle est la... Il n'a pas l'air de marcher. Hein. Si tu parles très fort, je vais t'entendre. Quelle est la langue qui disparaît? Quel est le micro qui disparaît et quelle est la langue? Alors, j'ai compris quelle est la langue qui va disparaître, quelles sont les langues qui vont disparaître. C'est aussi une question vraiment riche. Il y a actuellement au monde à peu près 6000 langues.
c'est le décompte approximatif. Il en disparaît une tous les 15 jours. Tous les 15 jours, il y a une langue qui meurt. Alors vous allez me dire, c'est curieux, mais oui, mais parce que dans ces 6000 langues, vous avez des langues en Amérique du Nord des Indiens, ils sont encore une vingtaine à parler cette langue, tout en parlant l'anglais aussi. Petit à petit, les enfants ne l'apprennent pas, puis un beau jour, il n'y a plus qu'un grand-père et une grand-mère qui la parlent, et puis ils meurent, et la langue disparaît. Donc si vous voulez, tous les 15 jours, il y a une langue qui meurt. Donc la question n'est pas du tout inintéressante, puisqu'on voit bien que de toute façon, il y aura de moins en moins de langues. Et il y a des gens comme un collègue qui s'appelle Claude Agege, et qui, lui, lutte pour qu'on garde toutes les langues. Alors, par ailleurs, il y a les langues écrites et les langues qui ne sont pas écrites. Les langues écrites ont peu de chances de disparaître. Le gaulois a disparu parce qu'il n'était pas écrit. Le latin reste toujours. On dit c'est une langue morte, mais enfin, on continue. Elle vit toujours d'une certaine façon, et peut revivre même. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu la réponse. Une tous les 15 jours. Et les langues qui ne sont pas écrites ont de fortes chances de disparaître. Oui. Donc on va prendre une dernière question. Ensuite, très rapidement, on va tirer au sort vous allez garder vos tickets, de façon à ce que certains collèges regagnent leurs locaux, parce que les bus les attendent. Voilà. Une dernière question. Bonjour. D'après vous, pourquoi les chiffres qu'on utilise en France s'appellent les chiffres arabes? Alors, il faut distinguer le dessin, c'est-à-dire on fait un 6, on fait un 7, on fait un 0, du mot. Alors, ce matin, par exemple, dans une radio, je racontais l'histoire du mot 9. 9. Si je dis le chiffre 9, chiffre, le mot chiffre, comme le mot 0, sont arabes. Ça, c'est indiscutable, ça vient de chifra. Mais en revanche, 9, le mot 9, lui, nova, c'est un mot latin, comme on en trouve beaucoup, et qui a été repris dans bon nombre d'expressions. Et c'est là où on évoquait tout à l'heure les prononciations, mais quand vous prenez le chiffre 9, est-ce qu'il y a un mot ou 3 mots? Vous dites, il y a 9 hommes, et vous dites, il a 9 ans. On fait F ou V. Mais au XVIIe siècle, on pouvait dire, il y a 9 femmes. Alors 9 femmes, c'est pas bon parce qu'il y a déjà un F, mais il y a 9 voitures à cheval. On disait nœud, on disait pas 9. On disait 5, on disait pas 5. On disait C, on disait pas 7, devant une consonne. Donc vous voyez que quand on parle des chiffres, on est d'un côté du côté de la prononciation, là je réponds un peu à côté de la question, de l'autre côté avec 0 et cifra avec des mots arabes. Quant au concept lui-même, eh bien tous les grands mathématiciens vous disent que ça vient de l'Inde, hein, et que donc il y a d'autres civilisations avant qui ont déjà apporté le concept. Ce qui est très compliqué dans les langues et dans les concepts, c'est que, et c'est d'ailleurs le merveilleux de ce que vous faites, c'est que on s'est tous enrichis. On s'est tous enrichis de ce qu'ont fait les autres. Et donc, quand on arrive à un savoir, il y a pas mal de civilisations qui y ont concouru. Merci.